Ok, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence sur les concours Access Sésame. Donc je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'étais aussi jury d'admission à l'ESSEC, enseignant de stratégie à l'université Paris-Dauphine. Et donc c'est moi qui vais vous présenter voilà, tout ce qu'il faut savoir hein, sur les concours. La conférence d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Je vais vous donner aussi accès aux slides demain que je vous enverrai par mail. Donc, s'il y a des informations qui vous intéressent hein, dans la présentation, pas besoin de la prendre en photo, vous recevrez tout d'ici demain. Euh, sur l'organisation de la présentation, ça va se passer de la manière suivante. Donc, pendant une bonne demi-heure, peut-être 40 minutes, je vais vous présenter vraiment tout ce que vous devez savoir sur les concours. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement dans le chat. Et ensuite, à la fin de la partie présentation, je réponds à toutes vos questions. La présentation que je vous fais, donc, étant directeur de Prépa Campus, on prépare au concours Access Sésame, mais ça va pas être une présentation commerciale. Ça va pas être une présentation commerciale. Je vais vraiment vous rentrer dans le détail des concours et euh, je vais être amené parfois aussi à donner mon avis sur les écoles. L'avis que je vous donne, il vient enfin, comment dire, l'avis que j'ai, en tout cas, moi, sur les différentes écoles, il vient de ma connaissance des écoles et il vient aussi, évidemment, des retours que j'ai parmi les étudiants que j'ai pu préparer lors des dernières années. Voilà, en fait, ça fait 9 ans que je prépare des étudiants au concours Accès Sésame. Donc, j'ai un avis quand même assez tranché sur certaines choses et l'avis peut évoluer hein, au fil des années. Mais, comment dire, voilà, ça n'engage que moi, mais ça vous permet vraiment d'avoir des retours aussi sur ce que les étudiants peuvent dire de l'école et des différentes écoles. Donc, le programme, c'est le suivant. On va parler des concours, ensuite, on va aussi parler des écoles. On va parler ensuite des inscriptions sur Parcoursup et on va faire un focus sur toutes les épreuves du concours. OK? Et ensuite, on va parler de comment on peut se préparer au concours et je vais vraiment vous expliquer comment vous pouvez vous préparer tout seul et comment nous, on prépare les étudiants au concours. OK? Et donc, à la fin, je prendrai évidemment le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, quand vous souhaitez faire une école de commerce post-bac, vous avez trois options. La première option, c'est de faire une école en 3 ans, c'est ce qu'on appelle un bachelor. La deuxième option, c'est de faire une école en 4 ans, un BBA. Et la troisième option, c'est de faire un programme en 5 ans, ce qui s'appelle très souvent programme grande école. OK? Les bachelors en France, on n'en a pas des vraiment très bons. Le plus coté, le plus connu, c'est le bachelor de l'ESCP. C'est un bachelor qui est très international, mais qui, d'un point de vue académique, n'est, voilà, selon les retours que j'ai pour le coup, pas exceptionnel. Mais maintenant, c'est un bachelor qui peut être quand même intéressant, enfin qui est attractif, on va dire, qui est sexy. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le nom de l'ESCP. Alors franchement, on ne peut pas comparer le bachelor de l'ESCP au programme grande école de l'ESCP, mais en tout cas, c'est vrai que la marque l'ESCP, elle compte, elle est importante. La deuxième chose, c'est que c'est un bachelor qui est très international, avec du coup, voilà, enfin, vous allez faire au moins 2 ans à l'étranger en Europe, donc à Londres, à Berlin, à Madrid. C'est vous qui décidez un peu sur quel campus vous pouvez faire vos années à l'étranger. Et, euh, et du coup, ça attire aussi beaucoup d'étudiants qui sont bilingues ou qui ont, comment dire, un peu une double culture. OK? Donc voilà, c'est le bachelor le plus intéressant. Ça reste inférieur d'un point de vue académique au meilleur BBA, au meilleur programme grande école. OK? Ensuite, vous avez comme autre bachelor qui est connu le bachelor d'Audencia, qui est aussi assez intéressant, mais comment dire, voilà, ça reste quand même en dessous des bons BBA et des bons programmes grande école. Donc les bachelors en France, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, et ça vous donne donc un diplôme de licence. Si vous souhaitez faire un BBA en 4 ans, tous les meilleurs BBA sont dans le concours Sésame. Le BBA de l'ESSEC, le BBA de l'UM Lyon, de Neoma, de Schema, etc. Le seul très bon BBA en France, et il est vraiment très bon pour le coup, qui est hors concours, c'est le BBA de l'EDEC. Donc quand vous postulez sur Parcoursup, si vous êtes intéressé par les BBA, rajoutez le BBA de l'EDEC. OK? Le BBA de l'EDEC, pour rentrer à l'EDEC, dans ce programme-là, vous allez avoir juste votre dossier et un entretien. Vous avez aussi un petit test de personnalité à remplir qui s'appelle Image Me. Ça demande aucune préparation, sincèrement. OK? À l'EDEC, ils prennent quasiment tous les étudiants à l'oral.
mais c'est pas parce que vous êtes pris à l'oral que vous êtes en avance. C'est-à-dire qu'avec un dossier à 12, vous pouvez aller à l'oral de l'EDEC, sauf qu'après, il vous faudra vraiment avoir 18, 19 ou 20 pour être pris. OK? Ce qui est complètement possible à l'oral par ailleurs, sur les entretiens. Et donc, sinon, tous les meilleurs BBA, ils sont dans le concours Sésame, et le meilleur BBA de France, c'est le BBA de l'ESSEC, et, et c'est un des meilleurs programmes même, si ce n'est le meilleur programme que vous puissiez faire en post-bac, avec l'ISSEC, je dirais. OK? Euh, les programmes en 4 ans, ils donnent un grade de licence comme les bachelors. En fait, la quatrième année en France, c'est pas un diplôme. C'est euh, c'est l'équivalent du Master 1. Donc, vous avez les crédits en fait pour une quatrième année, pour un Master 1. Et vous pouvez faire directement, après votre BBA, une cinquième année à l'université ou en école qui vous donnera le grade de Master 2. Donc, vous n'aurez pas à refaire 2 ans. Vous aurez juste à rajouter un an pour avoir un Master 2 qui est un diplôme en 5 ans. Mais si vous arrêtez au BBA, vous avez juste une licence techniquement en France. OK? Le programme BBA, il est calqué sur ce qui se fait dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis notamment, ou en Angleterre. Et donc, du coup, si vous êtes amené à travailler en France plus tard, bah, prenez quand même le temps, c'est assez important en fait, de rajouter une cinquième année. Mais en faisant un bon BBA, en étant bon dans votre BBA, vous pourrez avoir accès à des très très bons masters en France. OK? Donc, c'est pas du tout un problème en soi, ça peut être même vu comme une opportunité. Et donc, les meilleurs programmes, les programmes en 5 ans, les programmes grande école, ça donne directement un grade de master. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre dans un programme en 5 ans, dans un programme grande école, on sait avec quel diplôme on finit. Donc, quand vous rentrez à l'ESCA, vous savez qu'à la fin, vous aurez votre master de l'ESCA. Quand vous rentrez à l'IESEC, vous savez que vous finirez avec le diplôme de l'IESEC. OK? Le meilleur programme en 5 ans euh, en France, en PGE, c'est l'IESEG. L'IESEG, c'est un programme qui est aussi très intéressant parce qu'il y a beaucoup de places dans ce programme-là. Il y a plus de 1000 places. OK? Et donc, en général, pour vous dire, voilà, en moyenne, dans les écoles de commerce, il y a 350 places à peu près par an. À l'IESEG, il y en a 1100. Ce qui fait qu'il y a 3 fois plus de places que dans une école de commerce classique. Et alors que c'est le meilleur programme en 5 ans. Voilà. Et à titre de comparaison, l'IESEG et le BBA, c'est à peu près d'un niveau similaire. Je dirais que l'ESSEC est un peu plus sélectif parce que il y a quand même moins de place. OK? Mais voilà, entre un étudiant qui a le choix entre les deux, il peut choisir l'IESSEC, il peut choisir le BB de l'ESSEC. Il y a des bonnes raisons de choisir les deux. Voilà. OK. Donc, les épreuves du concours Access et du concours Sésame, les épreuves écrites, elles se passent mi-avril. Le 10 avril, vous allez avoir les épreuves du concours Access. Le 15 avril, le concours Sésame. Au concours Access, vous n'avez que 3 écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Et comme je vous l'ai dit, à l'IESEG, il y a beaucoup de places. Il y a 1100 places. À l'ESCA aussi, il y a beaucoup de places. Il y a 1050 places. À l'ESDES, 250 places, je crois. OK? 250 places. L'IESEG et l'ESCA, c'est deux des meilleurs programmes grande école qu'on puisse faire en post-bac. L'IESEG est vraiment devant, et en fait, derrière, il y a l'ESCA et le M Normandie au même niveau, à peu près. OK? Les étudiants, ils font concours Access pour entrer à l'IESEG ou à l'ESCA dans la très très grande majorité des cas. OK? Et étant donné qu'il y a beaucoup de places, même s'il n'y a que 3 écoles au concours Access, ça serait l'équivalent en fait de 7 écoles pour le concours Sésame. 3 écoles pour l'IESEG, 3 pour l'ESCA et un pour l'ESDES, en termes de place, je veux dire. OK? Vous avez 3 épreuves écrites, l'anglais, la synthèse, le raisonnement logique et mathématique. On reviendra en détail sur ces épreuves-là un peu plus tard. Juste à titre d'information, si vous êtes en terminale aujourd'hui et que vous souhaitez passer le concours Access et que vous n'avez pas commencé à vous préparer, si vous ne faites pas maths complémentaires, en tout cas, c'est moi qui donne les cours de maths dans la prépa. Moi, je ne prends pas d'étudiants qui font pas les maths, qui n'ont pas fait maths complémentaires à ce stade-là de l'année. Ok. En novembre, oui, parce que j'ai le temps de travailler avec eux et de revoir le programme et de travailler avec eux sur le programme. Par contre, si vous êtes en STMG ou si vous êtes en terminale mais que vous n'avez pas pris l'aspect maths ou les maths complémentaires, laissez tomber le concours Access pour cette année, vous n'aurez pas le temps d'être prêt à temps. Ok. En plus, c'est 45% de la note pour les concours, pour les écrits. Ok. Et donc, tous les programmes du concours Access, c'est-à-dire l'IESEG, l'ESCA et l'SDS, c'est des programmes de grande école en 5 ans. Pour le concours César, vous avez beaucoup plus d'écoles. Vous avez 16 écoles, 19 programmes. Alors, la première chose, c'est que avoir une école dans le concours SEAM, c'est très facile. C'est-à-dire que je pense que n'importe quel étudiant qui suit cette conférence serait capable de rentrer dans une école du concours Sésame sans se préparer. Donc, l'objectif quand vous préparez le concours Sésame, c'est vraiment de rentrer dans les meilleures écoles. Et donc, il y a 4, 5, 6 écoles qui sont vraiment meilleures que les autres. Et c'est celles qu'on va viser, en fait. Donc, moi, quand je prépare des étudiants, c'est pour rentrer dans les meilleures écoles, c'est pas pour rentrer dans les écoles qu'ils auront tout seuls. Euh, et donc, du coup,
En fait, quand on regarde le nombre de places dans les écoles intéressantes, que ce soit pour Access ou pour Sésame, on arrive à peu près au même nombre de places. OK? À peu près à 2000 places. Voilà. Au concours Sésame, vous avez 6 épreuves. Donc, les langues, l'analyse documentaire, enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. Première chose, c'est que les maths de Sésame et les maths d'Access, ça n'a rien à voir. C'est pas comparable, c'est pas du tout le même programme, c'est pas du tout le même type d'exercice. Si vous êtes en STMG, si vous avez arrêté les mathématiques, vous pouvez complètement passer le concours Sésame, ça posera aucun problème. OK? Et donc, au concours Sésame, vous avez accès à des programmes en 4 ans, des BBA, mais aussi à des programmes en 5 ans. OK? Et quand on regarde en fait le classement des écoles, c'était le classement de l'année dernière, je ne l'ai pas mis à jour, il vient de sortir, enfin, il est sorti il y a quelques semaines, le nouveau classement de cette année, ou je l'ai peut-être mis à jour d'ailleurs. J'ai un petit doute, je crois que c'est le classement de l'année dernière. En tout cas, les classements, ils peuvent un peu évoluer d'une année sur l'autre, mais en fait, comment dire, le niveau des écoles, il change vraiment très peu d'une année sur l'autre. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que il y a deux classements qu'il faut distinguer, le classement des programmes d'école, le classement des BBA. Dans le classement des programmes grande école, on a l'IESEG en 1, qui est incontestablement le numéro 1. OK? Et donc, c'est dans le concours Access. En 2, on a l'ESCA, le M Normandie. Selon les années, le M Normandie est devant l'ESCA ou l'ESCA devant le M Normandie. Comment dire? Les stratégies de l'ESCA et le M Normandie sont un peu différentes. L'ESCA, ils ont ouvert des campus un peu partout en France, là où le M Normandie ouvre des campus à l'international. En gros, le M Normandie, ils viennent d'ouvrir un campus. Ils ont ouvert où, là? Ils ont ouvert à Oxford récemment. Ils ont ouvert à Dublin. Là, ils vont ouvrir à Boston en 2025. Et donc, vous, si vous rentrez à le M Normandie, vous pourrez aller à Boston. Je crois dès votre deuxième année, pas votre première année. Mais voilà. Et donc, possibilité avec le M Normandie de faire toutes ces études à l'étranger. Et ils ont bien choisi leur ville. Ils choisissent les villes à l'étranger en fonction bah, du réseau qu'il y a, soit un super réseau d'universités, et donc du coup, vous aurez accès aux profs des universités les plus prestigieuses du monde, c'est le cas par exemple pour Oxford ou pour Boston, soit comme Dublin par exemple, un endroit où il y a beaucoup d'entreprises, notamment beaucoup d'entreprises tech qui sont implantées, et donc du coup, vous allez pouvoir profiter de ce réseau d'entreprises sur place. OK? Et derrière, on a le MLV. Ce qui n'est pas dans ce classement, mais qui est intéressant aussi, c'est le programme en 5 ans de Neoma. C'est Théma, je crois, le programme en 5 ans de Neoma. C'est le programme digital un peu de Neoma. C'est pas un programme grande école d'appellation, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le classement, mais c'est un programme qui est intéressant et qui, selon moi, est plus intéressant que le MLV en termes de niveau, mais qui est un peu spécialisé. Donc, si vous voulez pas faire, c'est spécialisé en digital, donc si vous voulez pas faire une spécialisation particulièrement dans le digital, bah, vous pouvez préférer le MLV à Neoma, même si jamais vous êtes pris dans les deux. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu un aperçu de là où on pourrait classer ce programme en 5 ans. Et donc, du coup, donc ça, c'était le classement du Figaro. Le classement des BBA, c'est le classement de l'étudiant. En un il y a l'ESSEC, c'est indéniable. C'est vraiment le numéro un de loin, je trouve. Enfin, de loin. C'est le numéro un d'une marge, disons. En 2 on a l'EDEC. En 3 Schema. En 4 le M Lyon. Je suis pas très d'accord avec ce classement, pour être tout à fait sincère avec vous. Pour moi, le M Lyon est devant Schema et au niveau de l'EDEC. Donc en 2 et 3 pour moi, on a l'EDEC et le M Lyon en BBA. Et en 4 et 5 on a Schema et Neoma dans l'ordre que vous voulez. Il faut faire attention avec les classements parce qu'il y a 2 ans ou il y a 3 ans, l'EDEC était classé 7e et Neoma 2e. Dans les faits, l'EDEC n'a jamais été derrière Neoma en BBA. Enfin, pour moi, en tout cas. Euh, le classement, il est fait sur plein de critères. Ça reste une formule mathématique. OK? Donc, il faut faire attention à ça. C'est un bon indicateur, hein, les classements du niveau des écoles, mais ce n'est pas une vérité absolue. Donc, vraiment, attention au classement. C'est bien de les regarder, mais vous ne pouvez pas vous fier uniquement au classement. Euh, Schema Neoma, pour moi, c'est à peu près du même niveau en BBA. Il est bien monté le BBA de Schema. Il n'était pas du tout aussi bien classé avant. Les retours des étudiants aussi sont intéressants, sont plutôt vraiment bons. Donc, c'est logique de vraiment considérer le BBA de Schema. OK? Et donc, toutes les écoles que vous voyez ici, elles sont toutes dans les concours Access et Sésame, sauf les DEC. Et donc, du coup, je n'ai pas coupé les écoles qui étaient hors du concours hein, quand je vous ai présenté les classements. C'est juste que, en fait, toutes les écoles, toutes les meilleures écoles, elles sont juste dans Access Sésame. Donc, si vous voulez faire une école post-bac, c'est Access ou Sésame. Si vous voulez faire une école post-prépa, là, il y a d'autres possibilités et donc il y aura d'autres classements à prendre en compte. Et si vous voulez, dans les questions, vous pouvez me poser des questions dessus si ça vous intéresse et on pourra en parler. Il n'y a pas de problème. Du coup, là, on est à la période de Parcoursup, donc c'est peut-être intéressant que je fasse un petit rappel sur comment fonctionne Parcoursup et comment fonctionnent les inscriptions au concours.
Donc, du coup, vous avez jusqu'au 13 mars pour vous inscrire aux écoles. Pour vous inscrire aux écoles, en fait, c'est simple. Vous prenez, vous cherchez sur Parcoursup, par exemple, Bibi et de l'ESSEC, vous rajoutez ça à vos vœux. Quand vous rajoutez le vœu Bibi et de l'ESSEC, ça va vous rajouter le concours Sésame. Et vous allez pouvoir choisir, en fait, toutes les écoles auxquelles vous voulez postuler en sous-vœux. OK? Euh, donc, vous pouvez mettre toutes les écoles. Chaque école et chaque campus, c'est un sous-vœu. Je sais que vous êtes limité à 20 sous-vœux euh, par étudiant. Sachez que tous les sous-vœux d'Access et tous les sous-vœux de Sésame ne comptent pas comme des sous-vœux, bien que ça s'appelle des sous-vœux. Ok. Ils ne sont pas comptabilisés. C'est-à-dire que si vous mettez tous les campus et toutes les écoles du concours Sésame et tous les programmes, ça vous fera une cinquantaine de sous-vœux, mais ça ne comptera pas comme des sous-vœux. Ça vous prend un vœu Sésame, Access, ça vous prend un vœu, mais ça ne vous prend pas de sous-vœux. Voilà. Donc ça, c'est la première information par contre, très importante, ce qui est que vous pouvez mettre toutes les écoles. D'ailleurs, c'est la bonne pratique en général de mettre toutes les écoles quand vous voulez postuler au concours. Pourquoi? Parce que imaginons vous vous intéressez uniquement à l'EM Lyon en Bibi. OK? Au moment où vous allez avoir les résultats des épreuves écrites, donc le 29 avril, tout le monde va vouloir se connecter en même temps sur la plateforme de Sésame pour voir ses résultats et prendre rendez-vous pour les oraux. Si le bibier de l'EM Lyon, si vous arrivez, imaginons que vous allez avoir le résultat à 16 heures, peut-être que vous n'arriverez à vous connecter qu'à 22 heures. Parce qu'il y aurait tellement de trafic tous les ans, ça crache les plateformes d'accès Sésame au moment de prendre, au moment de vouloir réserver. En fait, il y a une liste d'attente qui se met en place. Du coup, la bonne pratique, enfin, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre plusieurs écoles, même toutes les écoles en réalité. Comme ça, si vous pouvez vous connecter à 22 heures, quand vous aurez, la possibilité de choisir vos dates pour les entretiens, si les entretiens, ça commence à partir du premier, ça va commencer à partir de début mai, disons que ça commence le 1er mai, je crois que c'est le 2 mai, la vraie date. Bref, si quand vous connectez à 22 heures, la seule place qui vous reste, par exemple pour le Lyon, c'est le 2, le 3 ou le 4 mai, vous vous serez peut-être dit, ah, j'aurais bien aimé pouvoir m'entraîner dans une autre école avant de pouvoir aller à cet entretien qui est l'entretien le plus important pour moi. Donc, vous allez peut-être choisir le 4 mai pour votre entretien à l'EM Lyon, mais en fait, peut-être qu'une école qui vous intéressera beaucoup moins aura une place dispo pour un entretien le 2 mai. Et donc, du coup, vous pourrez aller au 2 mai à un entretien qui ne vous intéressera pas pour vous entraîner et pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ça vous permettra de complètement désacraliser la chose. Et comme ça, quand vous allez à l'EM Lyon, vous êtes beaucoup plus en confiance pour passer votre entretien. Et donc, ça vous sert à ça de mettre des écoles qui ne vous intéressent pas. Donc, la vraie sélection pour moi des écoles, elle ne se passe pas au moment de l'inscription sur Parcoursup, elle se passe au moment des entretiens. Je te donne un exemple. Imaginons que vous faites les concours Access Sésame, vous avez tout. C'est génial. Vous allez peut-être passer que 4 ou 5 entretiens parce que vous n'allez pas vous amuser à faire le tour de France, à aller partout dans toutes les écoles. Et bien, c'est à ce moment-là, quand vous allez choisir vos 5 écoles où vous allez passer des entretiens, bah, toutes les autres écoles, en fait, au final, bah, elles ne vous prendront pas parce que vous n'êtes pas présenté à l'entretien. Et c'est là où, en fait, vous avez fait votre sélection, et c'est très bien comme ça. OK? Donc, du coup, jusqu'au 13 mars, vous allez pouvoir faire vos inscriptions sur Parcoursup. Et si vous avez un tiers-temps, euh, ou un aménagement, il faudra le déclarer sur Parcoursup et le déclarer auprès des concours par mail. Ok. Vous pouvez appeler les différents concours, ils vous diront comment déclarer vos aménagements et vous aurez vos aménagements pour le jour du concours. Et donc, le fait d'avoir un tiers-temps le jour du concours, ça peut vraiment vous aider, c'est vraiment utile. Donc, même si vous n'avez pas eu l'habitude d'utiliser votre tiers-temps quand vous êtes au lycée, franchement, si vous avez la possibilité d'en avoir un, parce que je ne sais pas, vous êtes dyslexique, mais vous avez toujours travaillé beaucoup pour compenser ça, profitez-en peut-être cette fois-ci si vous le souhaitez, parce que ça vous donnera un réel avantage. Ça a toujours été comment dire, une difficulté d'être dyslexique pour vous dans votre scolarité, que vous avez réussi à surmonter ou pas. Mais en tout cas, le jour du concours, peut-être faites en sorte que bon, ça vous donnera un avantage pour une fois dans votre vie. Donc du coup, à partir du 14 mars, c'est plus possible de rajouter, de postuler au concours Access ou postuler au concours César. OK? Par contre, vous pouvez toujours compléter votre dossier Parcoursup. En fait, quand vous faites votre dossier sur Parcoursup, pour chacune des écoles auxquelles vous allez postuler, vous allez devoir ajouter un projet personnel motivé. C'est une lettre de motivation qui fait 1500 caractères. Pour tous les étudiants de prépa campus, c'est moi qui suis les étudiants en direct. Donc, vous avez la possibilité, quand vous faites partie de la prépa, de m'envoyer votre lettre de motivation, votre projet personnel motivé. Je vous fais des corrections et je vous la renvoie. Et comme ça, je suis sûr que vous avez une version qui ne vous portera pas préjudice pour les concours. Pour information, ça compte assez peu, les projets personnels motivés pour les épreuves écrites. Pour les concours en général, pour Accès, ça compte quasiment pas. Et pour Césame, c'est pareil, c'est pas vraiment très important.
Par contre, moi, je vous explique comment ça se passe quand on est jury. C'est au moment des épreuves orales, en fait, que ça va compter. Donc, moi, j'étais juré à l'ESSEC. Quand on est juré à l'ESSEC, ce qui se passe, c'est que 5 minutes avant l'arrivée du candidat, le chef du jury, qui travaille à l'ESSEC, en fait, on est trois dans le jury. Il y a le chef du jury qui travaille à l'ESSEC, il y a un étudiant de l'ESSEC et il y a un ancien étudiant, un alumni. OK? Donc moi, je vais jouer le rôle de l'alumni, il y aura un étudiant avec nous, et il y aura du coup euh, la personne qui travaille à l'ESSEC. La personne qui travaille à l'ESSEC, c'est la chef du jury. C'est elle qui va nous donner le dossier des étudiants qu'on va voir au moment des épreuves orales. Et donc du coup, 5 minutes avant l'arrivée de l'étudiant, elle nous donne le dossier d'étudiant, et nous, on a 5 minutes pour regarder le dossier Parcoursup, en fait, hein. On va regarder les bulletins, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, parce que si vous avez passé le fil des écrits, c'est que vous avez le niveau académique. On va regarder, du coup, surtout, la partie Parcoursup. Et donc, c'est là où ça va être vraiment important que votre lettre, elle soit bien faite. Ça va être important que la partie centre d'intérêt soit bien remplie, parce que, en fait, ça va nous donner vraiment une première impression avant que vous arriviez devant nous. Donc, s'il y a des fautes d'orthographe partout, si c'est mal structuré, la première impression va être plutôt mauvaise. OK? Et ensuite, ça nous donne aussi du matériel pour vous poser des questions le jour du concours. Et donc, du coup, si vous avez parlé de choses, comment dire, si vous avez bien parlé de vous, eh ben, ça va ouvrir plein de sujets avec lesquels vous serez familier, évidemment. OK? Le 15 mars, vous avez le test de la plateforme Sésame. Donc, les concours Access et Sésame se font à distance sur votre ordinateur. Pour information, c'est mieux d'avoir un PC plutôt qu'un Mac. Si vous avez un Chromebook, laissez tomber, prenez un autre ordinateur. Et si vous avez un Mac, c'est important d'avoir euh, Google Chrome. Ça ne marchera pas avec Safari, ou en tout cas, ça buggera beaucoup. Ça ne marchera pas avec Explorer. OK? Donc, on prend un PC de préférence et sinon, on ne prend pas Mozilla, on prend Chrome, ok, si c'est un Mac. Euh, vous allez télécharger des logiciels, ça va bloquer votre connexion Internet, vous allez être surveillé pendant les concours. Tous les étudiants ont les questions pas dans le même ordre pour vous empêcher de tricher entre vous, et vous êtes chronométré pour toutes les épreuves, bien évidemment. Au concours Sésame, pour tout le concours Sésame, vous avez le droit à 0 brouillon pour toutes les matières, même en mathématiques. OK? Pour le concours Access, vous avez le droit à un brouillon pour les maths et pour la synthèse de documents. Mais bon, bref, ça, on y viendra plus tard. Vous allez pouvoir tester la plateforme le 15 mars pour Sésame, le 26 mars et le 2 avril pour Access. Juste pour information, ils appellent ça des concours blancs. Ça n'a rien à voir avec un vrai concours blanc. Vous avez 4 heures en effet pour vous connecter le 15 mars pour tester la plateforme Sésame de 14 heures à 18 heures. Le test en lui-même, il va durer une demi-heure. OK? Vous allez faire 2 questions de maths, 2 questions d'anglais, 3 questions euh, je sais pas, d'analyse documentaire. Et voilà. Donc, dans chaque matière, vous allez faire 2, 3 questions. Le but, en fait, c'est de vous familiariser avec la plateforme, que vous sachiez utiliser la calculatrice qui va être intégrée dans les plateformes Sésame et Access, que vous voyez vraiment concrètement comment ça va se passer. Et ça va vous permettre aussi de voir si vous n'avez pas de bug chez vous. OK? Il y a eu beaucoup de bugs d'ailleurs pour le concours Sésame l'année dernière. Et donc, le jour du concours, j'ai reçu des messages de peut-être 60 étudiants qui m'ont dit on a eu des problèmes avec la plateforme. J'ai appelé directement le directeur du concours Sésame. Avec lui, on a vu tout ce qu'on pouvait faire pour obtenir justice. Donc les étudiants, ils ont pu les étudiants qui ont été lésés, ils ont pu avoir des mesures en fait qui leur ont permis voilà, de rattraper le problème qu'ils ont eu. Et ils ont pu avoir après des excellents résultats. Mais en tout cas, c'est hyper important de faire attention. Enfin, comment dire? Il faut être vigilant sur le fait qu'il puisse y avoir des bugs. Pour éviter les bugs, ça j'en ai parlé avec le directeur, j'en ai parlé avec les étudiants qui n'ont pas eu de bugs. Ils ont tous fait une mise à jour du logiciel quelques jours avant le concours. Donc après les tests, ils ont remis le logiciel à jour juste avant le concours. Et c'est vrai qu'ils n'ont eu aucun bug, ceux qui ont fait ça. Le concours Sésame, il était sur Testway à l'époque. Le directeur m'a dit qu'ils allaient peut-être changer de prestataire. Je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas. Pour le moment, on n'a pas trop d'informations dessus. Ou en tout cas, la dernière fois que j'ai vérifié, on n'avait pas l'information. Mais si c'est sur sur Testway, pardon, il faudra vraiment faire ce travail-là. Et si ce n'est pas sur Testway, de toute façon, je prendrai toutes les informations auprès du directeur et je vous donnerai toutes les informations directement via une conférence à tous les étudiants de la prépa, 2 semaines avant le concours, fin mars. Ok. Pour le concours Access, ça bug beaucoup moins. Et pareil, ce qu'ils appellent concours blanc, c'est juste un test qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc les épreuves écrites, c'est le 10 avril et le 15 avril. Pour les étudiants du concours Access, vous pouvez être grand admissible et ça, vous aurez la réponse le 8 avril. OK? Si vous êtes grand admissible au concours Access, vous êtes dispensé des épreuves écrites, mais vous pouvez aller directement aux oraux.
Les grands admissibles, ça existe depuis 1 an, donc on n'a pas beaucoup de recul. Moi, l'année dernière, j'ai préparé 80 étudiants au concours Access, 77, je crois, pour être précis. Euh, on a eu 5 grands admissibles. Il y en a 4 qui avaient 17 de moyenne ou plus. Il y en a un qui était dans les 16 de moyenne ou plus. La personne qui a eu 16 de moyenne, qui était dans les 16 de moyenne et qui était grand admissible au concours Access, elle était dans le même lycée qu'un autre étudiant qu'on avait qui avait 17 de moyenne et qui n'a pas été grand admissible. Donc c'est assez difficile pour moi de vous dire comment être sûr d'être grand admissible. Si vous êtes à 15, vous ne le serez pas. Si vous êtes à 18, vous avez des très grandes chances d'y être. Si vous êtes à 16, il y a peu de chances que vous soyez grand admissible. À 17, il y a une vraie possibilité. OK? Après, ça dépend aussi des notes que vous avez en spé, etc. Ça reste quand même assez opaque. Je ne pourrais pas vous dire exactement comment la sélection est faite. Je vous fais juste un retour d'expérience de mes étudiants de l'année dernière. OK? Et donc, le 22 avril, vous avez les publications des épreuves écrites d'Access. Le 29 avril, de César. En fait, quand vous allez vous inscrire sur Parcoursup, il faudra aussi vous inscrire sur le site. Ensuite, une fois que vous aurez payé pardon, sur Parcoursup, vous devrez aussi vous inscrire sur la plateforme Sésame, enfin sur le site de Sésame et sur le site d'Access. C'est là où vous aurez toutes les informations. Vous recevrez par exemple votre convocation pour les épreuves ou pour les tests. C'est là aussi que vous verrez les résultats de vos épreuves écrites et c'est là où vous prendrez rendez-vous pour les épreuves orales. OK? C'est sur la partie, sur le site d'Access, sur le site de Sésame. Vous allez passer vos oraux entre le 25 avril, ça commence pour Access, et si ça commence début mai pour Sésame, jusqu'au 17 mai. OK? La publication des résultats, elle se fait directement sur Parcoursup. Et en fait, vous avez trois possibilités quand les résultats sont publiés. Dans les écoles, soit vous êtes rejeté, donc vous n'êtes pas admis à l'école, et donc du coup, bah voilà. OK. Soit vous êtes admis dans les écoles, et donc là, du coup, vous pouvez les choisir les écoles et aller dans les écoles. Soit vous êtes sur liste d'attente. Et quand vous êtes sur liste d'attente, vous avez votre position sur la liste d'attente et vous avez aussi la position du dernier prix l'année précédente. Donc, imaginons que vous avez passé le concours Access, vous êtes pris à l'escale en liste d'attente pour Access. OK? Sachez que déjà, vous aurez un résultat par campus. Donc, si par exemple, vous avez postulé au campus de Paris et au campus de Lille pour l'IESEG, eh ben, peut-être que vous serez en liste d'attente à la 30e position à Lille et à la 60e position à Paris. C'est possible. OK? Ce que vous pouvez faire si vous voulez aller à l'IESEG plutôt qu'à l'ESCA, c'est dire, sachant qu'à l'ESCA vous êtes déjà admis, c'est dire que à l'ESCA vous dites je fais ce choix, mais j'attends d'avoir les résultats. Vous mettez un oui, mais c'est je fais ce choix, mais j'attends d'avoir les résultats des écoles dans lesquelles je suis sur liste d'attente. Ce qui fait que toutes les autres écoles, en dehors de l'ESCA, vont être, et où vous avez été pris, tous vos vœux vont être annulés. Et donc, du coup, vous avez sélectionné l'ESCA, mais par contre, toutes les écoles sur lesquelles vous êtes sur liste d'attente, eh ben, elles continuent, vous continuez d'être sur liste d'attente. Tout le monde fait ces mêmes décisions-là. Si un étudiant, il me dit, moi, je choisis d'aller, je ne sais pas moi, en prépa, et je libère ma place à l'IESEG, eh ben, vous allez monter d'une place dans la liste d'attente pour l'IESEG. OK? Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas être impatient. Si vous êtes à la 50e place de la liste d'attente pour l'IESEG et c'est ça que vous vouliez à la base, ne soyez pas orgueilleux en vous disant: «Ah, mais ils ne m'ont pas pris directement, je préfère aller à l'ESCA, en fait, c'est très bien l'ESCA». Restez sur votre stratégie, dites: «Je prends l'ESCA en attendant de savoir l'IESEG» et quand vous serez prêt à l'IESEG, vous pouvez dire un oui définitif à l'IESEG et là, ça annulera tous vos vœux, tous les vœux sur lesquels vous êtes sur liste d'attente et vous serez définitivement pris, pardon, à l'IESEG. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Maintenant, en fait, j'aimerais bien vous présenter. Attendez juste, je regarde c'est combien de temps que je parle, parce que j'ai l'impression que je suis un peu lent. Ok, ça fait déjà une demi-heure que je parle. Juste pour information, ok, juste dans le chat, est-ce que c'est OK pour le rythme? Ok? Est-ce que je suis pas trop lent ou trop rapide? Ok, je vous mets dans le chat OK pour le rythme. Si c'est OK pour vous, vous mettez un pouce dessus. Si je suis trop lent ou trop rapide, vous pouvez mettre trop lent ou trop rapide. Ok, je vais regarder vite fait ce que vous me dites. Ok, très bien, parfait. Moi, je suis content. Si ça vous va, c'est nickel. Important de faire un petit check quand même pour être sûr que je garde tout le monde avec moi. Du coup, on va parler maintenant des épreuves. Ok? Je vais vous parler des épreuves du concours Access, des épreuves du concours Sésame. Donc, au concours Access et Sésame, vous avez des épreuves de langue. Pour Access, c'est juste de l'anglais. Pour Sésame, vous avez aussi une LV2. Ok? Donc, votre épreuve d'anglais pour votre épreuve d'anglais, pardon, au concours Access, vous avez 1 heure, ce qui est très court pour ce que vous devez faire au concours Access. En effet, vous avez 50 questions avec 4 propositions au format vrai-faux. Donc, je vous ai mis un exemple. Ça, c'est une seule question. Et pour les questions A, B, C ou D, il faut dire si elles sont correctes ou incorrectes. OK?
Donc ça, c'est une seule question. Vous en avez 50 comme ça. Donc vous devez avoir 50 fois 4 propositions où vous dites vrai ou faux. OK? Et en plus de ça, si c'était déjà suffisant normalement, ils ont rajouté 25 UCM, donc 25 questions, où il y a des réponses A, B, C, D proposées, mais il y a une seule réponse de juste. OK? Je vous passe le système de notation qui est un petit peu compliqué. Si vous avez des questions dessus, je pourrais revenir dessus enfin, dans la partie questions-réponses à la fin. Mais sachez qu'une heure, c'est très court pour faire tout ça. Mais c'est comme ça. Vous n'avez pas la possibilité non plus, pour le concours Access, de revenir en arrière sur les questions précédentes. Donc, une fois que vous avez passé une question, elle est passée. Sachez que vous avez quasiment le même programme pour le concours Access et Sésame. Donc, du coup, nous, dans la prépa, par exemple, quand un étudiant il fait les concours Access Sésame, c'est la même préparation en anglais. Il ne fait pas deux fois de l'anglais, en fait. Il ne fait pas l'anglais pour Access, l'anglais pour Sésame. C'est le même programme. Conjugaison, grammaire, vocabulaire, compréhension écrite. La seule petite différence, c'est qu'au concours Sésame, vous pouvez avoir deux ou trois questions un peu d'actualité sur le monde un peu anglo-saxon, sur les États-Unis, sur l'Angleterre, peut-être pas sur les pays du Commonwealth en général. Ok? C'est tout. Mais sinon, c'est exactement le même programme. C'est le format qui est différent. Au concours Sésame, pour l'anglais, vous avez 40 questions à faire en 30 minutes. Et vous avez 40 questions pour la LV2 aussi en 30 minutes. C'est pour ça que c'est deux fois 40 questions en une heure. Si vous êtes d'origine portugaise et vous êtes bilingue en portugais, vous pouvez très bien dire, je choisis que ma LV1, ça soit le portugais et ma LV2, l'anglais. Vous ferez le même test d'anglais que les autres, sauf qu'il aura un coefficient qui sera beaucoup, beaucoup plus faible. Ok. D'ailleurs, pour les étudiants qui se préparent avec nous, on prépare toutes les matières avec les étudiants, sauf la LV2. Au concours Sésame, alors, on peut vous donner des sujets pour vous entraîner, mais par contre, on ne les prépare pas avec vous pour la simple et bonne raison que il y a 10, enfin déjà c'est un petit coefficient, mais il y a 10 LV2 différentes au concours Sésame, et on n'a pas des profs d'hébreu, des profs d'arabe, des profs de chinois et des profs de russe. Ok? Et donc les autres LV2 qui sont proposés, portugais, italien, espagnol, etc. Ok? Et donc au concours Sésame, voilà, 40 questions au format QCM, ABCD, une seule bonne réponse, pas de point négatif. Donc il faut absolument répondre à toutes les questions. Ensuite, vous avez les épreuves de synthèse. Alors, je les ai réunies ensemble, la synthèse d'Access et l'analyse documentaire de Sésame, mais ce n'est pas du tout la même chose. En fait, le point commun entre les deux concours, c'est que vous allez avoir un corpus de documents qui va être sur un thème. Donc, les documents ils vont être liés, ils vont être en rapport avec ce thème-là. Sauf qu'au concours Access, l'épreuve, elle va durer 3 heures déjà, ce qui est assez large en termes de timing. Vous allez avoir une douzaine de documents. Donc là, vous voyez, le document 7, c'est un document. Il peut y avoir en général ouais, 10, 11, 12 documents écrits, comme ça. Et un ou deux, peut-être schéma, caricature, dessin, une infographie. Voilà. OK. Un document plus visuel. Et donc, l'objectif de la synthèse de documents Access, c'est de rédiger une synthèse de 350 mots. Donc, imaginons que le thème, c'est l'intelligence artificielle. Vous allez avoir des textes qui vont parler, par exemple, de comment l'intelligence artificielle transforme nos sociétés. OK? Peut-être qu'il va y avoir des textes qui vont dire comment l'intelligence artificielle représente une menace pour, je ne sais pas, euh, la créativité, ou j'en sais rien. OK? En quoi l'intelligence artificielle est une menace? Peut-être heu, parce qu'il transforme le marché de l'emploi, parce que voilà. OK? Ou parce que ça a des impacts, comment dire? Environnementaux. Enfin voilà, ce genre de document-là. Et vous allez peut-être avoir, un type de document qui va parler sur, enfin plusieurs documents pardon, qui vont parler de, l'évolution, de l'IA et ce qu'il y aura après, enfin ce qui va se passer dans les années futures. OK? Et dans le futur, plutôt à moyen ou long terme. OK? Donc, vous allez pouvoir rassembler les documents 1, 3, 5, 7 qui vont parler des transformations actuelles, 2, 8, 9, peut-être encore aussi le 7 qui va parler aussi des menaces liées à l'IA. Et enfin, les autres documents, ils vont parler du troisième sujet. Vous faites votre plan et ensuite, vous pouvez rédiger votre synthèse qui fera 350 mots. Plus ou moins 10%, donc entre 315 et 385 mots. Pour ce type d'exercice-là, c'est un exercice qui est assez nouveau pour les étudiants, la méthodologie est hyper importante. Il faut bien savoir ficher les différents textes pour avoir accès rapidement aux informations quand vous ferez votre plan. Ensuite, il faut être capable de faire un plan qui va être, comment dire, efficace et qui va vraiment reprendre toutes les idées principales. Et on va dire, pour la synthèse de document, même la rédaction, elle est particulière, hein. Vous devez faire des phrases courtes et vous devez tout le temps prendre des exemples des documents, tirer des documents. OK? Interdit de mettre des connaissances personnelles, interdit de citer directement les textes. Voilà. Donc ça, c'est pour la synthèse Access. C'est un exercice, voilà, qui
C'est un exercice qui est assez sympa, assez intéressant en fait, intellectuellement. OK? Mais les 3 heures, je trouve pas que ça soit une contrainte très, très forte. OK? Pour l'analyse documentaire Sésame, c'est un QCM. Vous allez avoir des questions de repérage. C'est des questions où vous allez pouvoir trouver la réponse directement dans les textes. Vous pouvez pas utiliser les raccourcis clavier, évidemment, ils sont bloqués, dans le logiciel. Ça, c'est facile, mais ça apporte pas beaucoup de points. Vous allez avoir des questions d'analyse, c'est des questions où on vous proposera 4, 5, 6 réponses et il y en aura plusieurs de correctes, enfin une ou plusieurs de correctes. Si vous mettez toutes les bonnes réponses, vous avez tous les points. Si vous mettez 2 bonnes réponses sur 3, vous avez 2 tiers des points. Si vous mettez plusieurs bonnes réponses et une mauvaise réponse, vous avez 0. OK? Donc il faut faire attention à pas mettre de mauvaises réponses et donc là, pour cette partie-là, la partie, heu, question d'analyse, vous pouvez avoir des réponses qui sont correctes dans plusieurs documents. OK? Donc et tout est dans la nuance, hein. On peut avoir une réponse, elle a l'air correcte, sauf qu'elle va extrapoler ce qui est dit dans les documents, donc elle c'est pas correct. OK? Et enfin, vous allez avoir une troisième type de question de synthèse. Là, la synthèse, elle va être rédigée pour vous, mais il y aura des trous partout et on vous demandera de remplir les trous, de choisir la bonne problématique et cetera. Pareil, encore une fois, tout est dans la nuance et bah, faut être capable de, avoir une vraie vision, globale, une bonne compréhension pour pouvoir répondre, à ces questions, de manière précise et pas se tromper. La difficulté du concours, de l'analyse documentaire, c'est que vous avez 2 heures et vous allez avoir vraiment 40 pages. OK? Donc vraiment un bon 25 documents avec des images, avec, des graphes, avec, des textes qui vont être courts, des textes qui vont être longs, et cetera. Vous avez pas vraiment le temps de tout lire. Donc il y a une vraie technique de lecture rapide à prendre. Vous avez pas le droit de prendre de notes non plus et en fait, il y a aussi beaucoup d'organisation sur comment on s'organise entre les questions et les textes et donc il y a une vraie méthodologie à mettre en place et c'est ça qu'on travaille avec les étudiants et après il faut de la répétition aussi, évidemment pour s'entraîner et pour gagner en vitesse. Mais c'est un peu l'idée, pour le concours César. Donc du coup, pas du tout la même épreuve que pour la synthèse, mais par contre dans les 2 cas, vous avez un corpus documentaire et donc du coup, ça m'arrangeait bien de vous mettre une image pour les 2. Voilà. Ensuite, la partie raisonnement logique et mathématique, comme je vous l'ai dit, c'est la partie que j'enseigne dans la prépa, donc c'est la partie que j'adore, hein, que je préfère. Enfin moi j'aime beaucoup et en fait, ce qui est intéressant au concours Access, c'est que, vous allez avoir des maths qui vont vraiment ressembler à vos maths de terminale, c'est les maths de la partie 2. OK? Vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit, le programme, c'est un programme de maths complémentaires, donc c'est important de faire les maths complémentaires, juste il y a pas les suites au concours Access. Par contre, les calculs vont être plus durs qu'au lycée, mais il y a zéro rédaction, vu que c'est un vrai faux. OK? Et donc parfois, étant donné que c'est un vrai faux, on peut utiliser des méthodes de résolution qui sont différentes des méthodes du lycée. En fait, on peut partir de la réponse pour voir si c'est juste ou si c'est faux. On peut aussi prendre des contre-exemples pour vérifier, la véracité, d'une information et gagner du temps rapidement. Enfin, il y a pas mal de choses, qu'on peut faire et sinon parfois, il faut aussi juste faire la démonstration. Hem, donc ça, c'est vraiment pour la partie 2, la partie mathématique. La partie 1, c'est du raisonnement logique. Vous allez avoir 5 questions, 4 propositions, vrai, faux. Les connaissances de maths de lycée sont utiles, mais il faut aussi être capable, on va dire, d'organiser les informations pour être efficace dans votre résolution. OK? Donc c'est vraiment des problèmes et donc là, je vous ai mis un exemple de problème et donc voilà, ça, c'est un exemple de problème. Vous pouvez essayer de le faire chez vous, je vous enverrai les slides de toute façon et vous verrez, en fait, si vous utilisez les techniques mathématiques que vous avez, que vous connaissez au lycée, vous allez faire un arbre, ça va être très dur, très long et ça va être, très pénible et peut-être que vous arriverez aux bonnes réponses ou peut-être pas du tout. OK? Je vous laisse vraiment essayer de le faire. Moi, ce que j'apprends aux étudiants pour répondre à ce type de problème qui tombe très souvent au concours, au final, je leur apprends à faire un diagramme de veine. C'est pas le problème du lycée, mais en 6 minutes, c'est plié et vous avez tout juste. OK? Et donc vous avez 8 minutes par question normalement, donc voilà. En 6 minutes, si vous êtes, c'est plié. Si vous êtes très, très bon, vous le faites en moi, je mets 4 minutes à le faire. Pour répondre à toutes les questions et si vous êtes, un peu moins matheux et cetera, en 8 minutes, c'est bon. OK? Et on apprend plein d'autres techniques comme ça, des logigrammes par exemple. On apprend plein de techniques en fait qui vous permettent de, bah, gagner du temps dans la résolution des problèmes et faciliter la résolution. OK? Et donc ça, c'est pas des techniques du lycée. Vous pouvez le faire sans ces techniques-là, c'est juste ça va être beaucoup plus compliqué. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie problème. Moi, c'est ma partie préférée. En fait, dans les problèmes, ça va encore une fois faire appel à des connaissances de mathématiques de terminale, sauf qu'en fait, pendant les problèmes, ils vont vous présenter des nouvelles, pardon, ils vont vous présenter excusez-moi, vous voyez c'est bon, vous voyez bien mon écran. Ils vont vous présenter des nouveaux concepts mathématiques, économiques, financiers, comptables, que vous ne connaissez pas et on va vous demander de
d'appliquer ce qu'on vous explique, en fait, directement pendant le problème. Donc typiquement, par exemple, l'année dernière, ils ont présenté, ils ont parlé il y a eu des exercices sur les matrices. C'est au programme de Math Expert, hein, pour le coup, mais ils sont pas censés avoir fait ça, les étudiants. Ils expliquent vraiment comment faire les calculs de matrice. À la fin, il fallait faire un calcul de matrice et il fallait interpréter. OK? Et ils présentaient d'autres choses. Ils peuvent vous présenter aussi, je sais pas moi, une notion, économique comme, l'élasticité prix. Ils vous expliquent comment ça fonctionne, l'élasticité prix. Vous allez devoir calculer dans votre exercice l'élasticité prix pour un certain produit et ensuite vous allez devoir interpréter la réponse. Mais en fait, ils vous ont expliqué comment faire. Et donc la démarche, elle est très différente de ce qu'on a au lycée parce que en fait, l'objectif, c'est pas de réciter une leçon qu'on a comprise et qu'on a appris par cœur. Là, il faut vraiment comprendre ce qu'on nous explique sur le moment, appliquer les consignes et interpréter les résultats. Et donc nous, pour s'entraîner à ce type de problème, ce que je fais avec mes étudiants, j'essaie pas de deviner ce qui va tomber. J'essaie en fait de les habituer à avoir ce cheminement de pensée qui est assez différent de ce qu'il y a au lycée, mais qui est très intéressant en fait, même pour le lycée d'ailleurs et même pour le supérieur. Et une fois qu'ils sont capables d'avoir ce cheminement-là pour des problèmes qu'on a vus ensemble, ils seront capables de le reproduire, le jour du concours. Voilà. Et donc pour, la partie pardon, au concours Sésame, j'ai mis sous la forme raisonnement pour gagner de la place, mais en fait, c'est 3 matières vraiment différentes: les mathématiques, le français et les compétences digitales. En mathématiques, au concours Sésame, vous avez 20 questions à faire en 40 minutes. C'est des tout petits problèmes que vous devez faire en 2 minutes. C'est pareil, c'est moi qui donne les cours, enfin, je donne un grand nombre de cours de mathématiques, hein, pour, le concours Sésame. Et donc du coup, un exemple de question, c'est par exemple, là, c'est sur un trajet aller-retour. Fatih va à l'école, elle y va en bus, elle rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet aller est de 25 km/h. Au retour, c'est 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? 8 étudiants sur 10, au moins, et je suis gentil, vont faire la moyenne entre 25 et 100. Ils vont trouver 62,5 km/h, réponse C. C'est pas la bonne réponse. Ce qu'il faut voir quand on a un problème comme ça, il faut réfléchir, c'est vraiment un petit problème. Et tous les problèmes, c'est des problèmes un petit peu comme ça. Et c'est hyper intéressant. C'est que, imaginons votre trajet, il fait 100 km. À l'aller, quand vous allez à 25 km/h, vous allez mettre 4 heures. Au retour, vous allez mettre 1 heure. Sur l'aller-retour, vous aurez fait 200 km en 5 heures. Votre vitesse moyenne, c'est 200 divisé par 5, c'est 40 km/h. Réponse A. C'est typiquement le genre de choses qu'on peut travailler avec les étudiants. OK? Ça ne nécessite aucune connaissance qui vont au-delà de la seconde. Les épreuves, le concours de maths, les maths pour le concours, Sésame. Par contre, ça m'arrive d'avoir des étudiants qui sont bons en maths au lycée, qui sont moyens sur les mathématiques, de Sésame et des étudiants qui n'étaient pas hyper à l'aise avec les maths, d'habitude et qui se débrouillent très bien sur les maths de Sésame. Dans les faits, si vous êtes bon en maths, vous avez des meilleures, chances d'être bon pour les profs de mathématiques quand même, OK? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est super différent du lycée. Pour le français, vous allez avoir des questions de grammaire, de conjugaison, un petit peu d'orthographe aussi, si, d'orthographe et vous allez avoir aussi des questions de littérature. 40 questions à faire en 30 minutes, format QCM. Pour les compétences digitales, ça va être calqué sur ce qui se fait à la certification PIX. Vous allez avoir pas mal d'algorithmes, des questions sur les bases de données, des questions hem, la sécurité, sécuriser votre environnement numérique, les règles de bonne conduite en ligne. Comment utiliser, des compétences digitales, comment utiliser, les formules sur Excel et voilà, savoir faire des formules basiques. Pareil, savoir, utiliser des fonctionnalités avancées de Word et de PowerPoint, ce genre de choses-là. OK? Et donc du coup, ça aussi, on vous apprend à faire tout ça et c'est très utile d'ailleurs pour, vos études, en général, de maîtriser toutes ces choses-là et d'avoir les bons réflexes. Et donc du coup, on vous parle aussi de savoir ce que c'est, la différence entre le cloud et avoir, votre environnement chez vous. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont assez importantes. Il y a des choses que vous savez, sûrement déjà, il y a des choses sur lesquelles, vous n'êtes pas du tout à l'aise et vous allez, sûrement découvrir plein de choses intéressantes. Voilà. Et enfin, la dernière matière, c'est les enjeux contemporains, c'est pour le concours Sésame principalement quand même. Vous allez avoir des questions sur les actualités des 10 mois avant les concours. Donc nous, pour les enjeux contemporains, on ne travaille pas du tout ça sous la forme de stage, on travaille ça que sous la forme de cours qui ont lieu le week-end. OK? Là, on est déjà au 4e cours, aujourd'hui. OK? Donc on propose des cours soit le samedi à 11 heures, soit le dimanche à 18 heures. Là, c'est le 4e cours aujourd'hui et les cours précédents ont été enregistrés. Ce qui fait que si vous souhaitez vous préparer avec nous, en fait, bah, vous aurez accès il y a 8 cours en tout, hein, pour les enjeux contemporains. Vous aurez accès aux 4 prochains cours ou aux 5 prochains, enfin aux 4 prochains probablement et les 4 premiers, vous pourrez les récupérer en replay sur notre plateforme. OK? Hem, D'ailleurs, c'est intéressant, tenez, je vais vous montrer rapidement à quoi elle ressemble notre plateforme, comme ça vous pouvez voir. Est-ce que je peux vous partager ça vite ou pas?
C'est ça. Donc en fait, elle ressemble à ça, notre plateforme. Vous allez avoir du coup une partie communauté où vous pouvez discuter avec les autres. Vous avez une partie classroom, et en fait, typiquement, là, vous avez les cours d'enjeux contemporains. Et ici, vous pouvez récupérer le replay du cours qui dure 1h40 ici, avec la fiche qu'on transmet aux étudiants, où il y a plein d'informations à connaître. En fait, ça vous évite de prendre des grosses notes pendant le cours, en fait. Ça, c'est vraiment pour réviser la fiche. Et en fait, vous, pendant le cours, vous devez écouter, on va vous raconter vraiment les histoires je ne sais pas si le thème, c'est par exemple, je ne sais pas, la géopolitique, qu'on parle du conflit, je ne sais pas, en Ukraine. On va vraiment essayer de vous expliquer qui sont les différents protagonistes, comment ils sont reliés les uns envers les autres, quels sont les intérêts de chacun. Et en fait, le but de tout ça, c'est que vous compreniez vraiment la situation. Comme ça, si on vous pose des questions dessus, vous pouvez y répondre. On ne va pas passer du temps à essayer d'apprendre des dates, etc. OK? Les dates, elles sont dans la fiche. Et donc, du coup, pour tous les cours sur notre plateforme, donc quand vous inscrivez à Prépa Campus, vous avez accès à tous les cours. Et donc, vous avez pour tous les thèmes, bah, des parties cours avec des fiches d'exercice. OK? Donc, une partie cours, voilà, en 12 minutes où j'explique des petites notions que vous avez besoin de connaître en statistique. Et ensuite, vous avez, des fiches d'exercice avec des questions, la correction PDF et la correction vidéo. OK? Et la correction vidéo, elle est avec des chapitres, question 1, question 2, question 3, etc. Et donc, du coup, vous pouvez aller directement à la question que vous voulez résoudre. Et il y a beaucoup, beaucoup de questions, en fait, beaucoup d'exercices. Et en fait, l'objectif, c'est que vous puissiez travailler sur tous les points sur lesquels vous avez des difficultés. Et en fait, vous pouvez vraiment vous entraîner. Vous n'êtes pas bon en géométrie, vous pouvez revoir le cours avec toutes les notions de géométrie à connaître. Et ensuite, vous pouvez vous entraîner sur plusieurs fiches d'exercices avec, je sais pas, là, il y a combien? Avec chaque fois une dizaine de questions, en fait, hein, souvent. Voilà, il y en a 8. OK? Avec la correction. Et donc, du coup, vous avez plein de questions pour vous entraîner. Vous avez aussi des replays de cours hebdomadaires qu'on fait. Là, c'est trop tard pour intégrer nos cours hebdomadaires. Et vous avez des replays de tous les cours et vous faites tout le programme. Vous avez tout le programme de compétences digitales, de français et de mathématiques en replay pour Sésame. Pour Access, c'est exactement la même chose. Pour la synthèse de documents, on va avoir de la méthodologie, des exercices d'entraînement, des annales guidées sur lesquelles vous pouvez, enfin, avec la correction. OK? Euh, du coup, si vous souhaitez vous préparer sur le concours, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est l'application Concours Sésame 2025. Elle est très bien faite. Le seul problème de l'application, c'est qu'il y a très peu d'exercices. Donc, si vous faites un test de mathématiques, vous allez avoir 10 questions. Vous refaites un autre test, vous allez avoir 2 ou 3 questions qui vont revenir, ou 4 peut-être même, que vous avez déjà vu dans le test précédent. Ça manque de contenu, mais par contre, c'est très bien fait en termes de correction. Et moi, je trouve que c'est bien pour s'entraîner dans son lit le soir avant de se coucher. Voilà. Pour Access, vous avez les annales accessibles sur le site Access. Petit problème, c'est que les corrigés ne sont pas détaillés, première chose. Deuxième problème, c'est que le programme de maths a évolué depuis 2020 ou 2021. Ce qui fait que les annales en ligne, elles sont ces annales depuis 2018. Et en fait, si vous faites 2018, 2019, 2020, il y a des exercices que enfin, sur lesquels il ne faut pas s'entraîner, hein, parce que c'est juste plus au programme. OK? Donc, sur les annales les plus récentes, par contre, là, tout est au programme et c'est génial, c'est très bien. Par contre, moi, je recommande de faire les annales du site Access, que vous pouvez retrouver en ligne, hein, du coup, une fois que vous avez déjà bien avancé dans votre préparation. Sinon, ça va vous paraître très dur et en fait, vous allez juste galérer. Ça va vous stresser. OK? Il y a des livres aussi qui existent pour vous entraîner. Celui que je préfère, c'est le grand manuel du concours Sésame ou du concours Access. Il y a aussi la Bible du concours Sésame et la Bible du concours Access que j'aime moins. La partie cours, elle est assez bien faite. Par contre, le contenu des exercices, il est obsolète. OK? Donc, pour l'anglais, ça peut vous aider pour vous entraîner sur les exercices. Mais même pour les maths, franchement, il y a beaucoup de choses qui sont plus du tout au programme. Les programmes ont évolué et pas les livres. Voilà. Vous pouvez suivre des comptes Insta aussi pour vous entraîner. BBC Learning English, je trouve ça super pour l'anglais. Vous allez apprendre plein de choses qui vont vous être utiles pour les concours. Pour les actus, il y a Hugo Décrypte, c'est très bien. Franchement, si vous suivez ça, ça vous aidera vraiment beaucoup pour les enjeux contemporains et pour les oraux quand on vous posera des questions d'actualité. Vous avez aussi L'heure du monde, le podcast qui est intéressant, qui est quotidien, je crois que c'est quotidien, L'heure du monde. Et donc, ce qui peut vraiment vous aider. Et pour le raisonnement, la partie raisonnement sur Prépa Campus, l'Insta, je ne le mets plus à jour depuis un moment. Mais en tout cas, il y a déjà pas mal d'exercices et de petits conseils qui vous sont partagés, qui vous seront utiles pour les concours. Et sinon, moi, j'aime bien la chaîne YouTube, alors pas l'Insta, mais la chaîne YouTube Ed Academy, où c'est un prof de maths qui explique plein de choses très très bien, honnêtement.
et ça peut être utile pour les concours. Le seul problème, c'est que c'est pas dirigé directement pour les concours, donc il y a des choses qui sont inutiles, mais il y a aussi des choses qui pourront vous être utiles. Donc c'est à vous de faire le tri. OK? Et pour les étudiants, bah, de la prépa, on a du contenu réservé, du coup, la plateforme que je vous ai présentée. Et ça, en soi, si vous êtes inscrit à la prépa, vous pouvez vous préparer juste avec la plateforme, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des fiches d'exercices, il y a des vidéos de cours, il y a des exercices corrigés en PDF et en vidéo, il y a tout ce qu'il faut, les fiches de révision, il y a vraiment tout dans toutes les matières. OK? Donc ça suffit en soi pour se préparer et donc vous avez pas besoin du reste si jamais, vous avez ça. Juste, je trouve ça bien quand même de faire, de regarder l'appli Concours Sésame et les annales Access, une fois que vous serez prêt parce qu'en réalité, pourquoi pas? C'est en plus, mais tout le reste, franchement, vous pouvez, ce sera pas vraiment, nécessaire. OK? Mais donc ça vous aidera, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de cours, hein, en termes d'exercice, il y a tout ce qu'il faut. Du coup, si jamais vous souhaitez vous préparer avec nous, c'est toujours possible. On propose des stages pendant les vacances de février. Heu, on est complet pour la semaine du 10 février. Pour la semaine du 17 février, il nous reste juste une place en présentiel et une place à distance. En présentiel, c'est à Paris, au métro République. Pour la semaine du 24 février, on est encore ouvert, on a les inscriptions encore ouvertes. Je pense qu'on va en prendre encore jusqu'à mercredi, jeudi ou vendredi, je sais pas encore, ça dépend des inscriptions qu'il y aura et après on les fermera, quoi qu'il arrive. Et pour la semaine du pour ceux qui sont sur la zone, où vous avez été encore en vacances la semaine du 3 mars, là, vous avez encore la possibilité de vous inscrire, il reste encore du temps pour s'inscrire, il reste encore de la place. OK? Donc si vous êtes intéressé pour vous préparer avec nous, vous avez 2 possibilités. Soit une formule stage et week-end où en gros, vous allez avoir un stage pendant le mois de février, mais ça va être à la demi-journée. Vous êtes 3 étudiants par cours pendant les stages, hein. 2 ou 3 étudiants par cours selon les matières. Donc, soit vous faites l'option stage et week-end, vous avez 4 heures de cours par jour et vous aurez des cours, pendant les 5 dimanches de mars pour Sésame. Pour Access, ça sera les 5 samedis de mars, OK? Le matin de 9 heures à 13h15, OK? Et vous avez le module enjeux contemporains pour Sésame en plus. Soit vous faites l'option où vous faites tout sous la forme de stage, OK? Les cours du dimanche, j'ai dit ou les cours du samedi, les cours du week-end, j'ai dit qu'ils sont collectifs, mais c'est en petit comité, hein. Vous allez être, maximum une dizaine, mais donc ce sera en petit comité. Les stages intensifs, vous êtes vraiment 2 ou 3 par cours, selon les matières. C'est pour ça qu'on est vraiment limité aussi en termes de place. Hem, si vous le souhaitez, vous pouvez vous préparer aussi uniquement sur les semaines, de février. C'est la formule full stage. Heu, ça veut dire que vous serez 3 étudiants pour chaque cours. Vous pouvez faire tous les cours en présentiel, ou tous les cours à distance, c'est au choix. Ça vous fait 7h30 par jour pour Sésame, 7 heures pour Access, OK? Vous êtes 2 ou 3 par cours, comme je vous l'ai dit à chaque fois. Et nos préparations, elles sont admissibles ou remboursées. Ça veut dire que si vous avez mis au moins 5 écoles pour Sésame ou les 3 écoles d'Access et que vous êtes pas admissible, on vous rembourse l'intégralité de la prestation. Étant donné qu'on travaille en tout petit comité, on peut aussi personnaliser les cours. Donc si par exemple, ça m'arrive hyper souvent d'avoir des étudiants qui m'ont dit: «J'ai fait une autre prépa, heu, je me sens pas prêt. Est-ce que si je viens chez vous, vous pourrez, bah, finaliser ma préparation?» Étant donné qu'on est 3 parcours, même 2 ou 3 parcours, en fait, on peut adapter nos cours et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on adapte nos cours aux difficultés des différents étudiants. Donc si vous avez déjà fait une préparation avant, ça posera aucun problème, on s'adaptera et vous aurez une préparation spécifique pour vous, en fait, pour travailler sur les points sur lesquels vous devez progresser. Donc ça, c'est complètement possible. Et après les différentes et donc si vous faites Access Sésame, pardon, si vous faites, la formule stage et week-end, en gros, vous aurez 6 heures de cours sur une semaine de stage, où vous serez 3 par cours et vous aurez des cours tous les 5 samedis de mars. Et là, vous aurez 6 heures par jour. Vous aurez cours de 9 heures à 13h15 et de 14h30 à 16h30. Voilà, donc 9 heures, 11 heures, 11h15, 13h15, 14h30, 16h30. OK? Pendant 5 samedis. OK? Si vous êtes pas dispo les samedis, vous préférez faire ça les dimanches, c'est possible, ça peut être possible. OK? Hem et si vous êtes en full stage, là par contre, il nous faut les 2 semaines de vacances. En full stage, si vous voulez faire tout sous la forme de stage, c'est 5h30 par jour sur une semaine, 7 heures par jour sur une autre semaine. Je sais pas si c'est encore vraiment possible de faire ça. C'est possible si vous faites ça sur la semaine du 24 et du 3, donc 24 février, 3 mars. Si vous faites ça sur la semaine du, 17 février et 24 février, c'est faisable, mais il faut vraiment vous dépêcher, faut vous inscrire aujourd'hui, quoi. Après, c'est mort, OK? Ou en tout cas, il y a peu de chances qu'il reste de la place. Après chaque période de stage, je vous envoie un débriefing complet. Donc après votre stage, je vous envoie un débriefing complet, matière par matière, en vous disant vos points forts, vos points faibles, comment ça s'est passé d'un point de vue général, ce que je vous recommande de faire pour continuer de vous entraîner pendant les concours. Et donc, si vous avez encore des questions, c'est un débriefing qui est très long, que je vous envoie vraiment détaillé. Aux étudiants, aux parents, j'envoie ça. Et
je vous propose de prendre rendez-vous par téléphone avec moi aussi. Et comme ça, on peut même en discuter par téléphone et je pourrais même carrément vous proposer pardon, des exercices spécifiques de la plateforme pour vous dire, c'est ça que tu vas faire, ça et ça, pour continuer de progresser, être vraiment bon pour le jour du concours. OK? Si vous avez des questions sur les écoles, sur les concours, sur n'importe quoi, ça va être directement avec moi. Si vous avez des questions sur vos cours, vous aurez le numéro perso de chacun de vos professeurs avec leur adresse mail perso. Et donc, du coup, vous pourrez leur envoyer directement toutes vos questions ou les appeler et y répondre. Si vous avez des questions sur les cours le week-end, il y a un prof qui est carrément dédié à ça. Je vous donne son numéro en fait quand vous vous inscrivez et vous pouvez l'appeler, et vous pouvez lui envoyer des messages le week-end et il vous répondra et il vous aidera en fait à, vous aidera à répondre à toutes vos questions à ce moment-là. Ok? C'est un prof de la prépa qui est dédié juste pour ça le week-end. Et donc moi en semaine, ça va être moi votre contact pour tout et pour les mathématiques en termes de matière. Et donc, du coup, bah, les étudiants qui ont choisi de se préparer avec nous l'année dernière, tout le monde a eu un de ses trois premiers choix pour Sésame l'année dernière. Sur Access, tout le monde, sauf deux, ont eu l'IESEG ou l'ESCA. 50% des étudiants ont eu l'IESEG. Et il y a un seul étudiant qui a rien eu, qui était pas mauvais en plus, mais qui a eu tout au concours Sésame, je crois, sauf l'ESSEC. Et au final, il a été à Lyon. Il a eu un accident au concours Access, quoi. Euh, et sinon, on a eu un étudiant qui a eu que l'ESDES sur Access. Et pareil, il préparait aussi Sésame avec nous et il est rentré dans une très bonne école sur Sésame. Je sais plus c'était laquelle, mais il avait eu quasiment tout sur Sésame ou tout. Ok. Là, je vous ai mis les derniers avis. En fait, vous voyez, nouveau, nouveau, nouveau. J'ai pas trié. C'est au moment où j'ai fait la slide que c'était les derniers avis. C'était il y a un moment que je l'ai fait, cette slide-là. Mais si vous regardez, vous tapez juste Prépa Campus sur Google et vous regardez les avis, vous allez voir, c'est que des 5 sur 5, c'est que des commentaires comme ça. Excellent suivi, je recommande. Merci à coach. Venu numéro 1 obtenu. On a eu toutes les écoles qu'on voulait. Merci pour vos encouragements, etc. Je recommande la transmission. C'est vraiment ça. Ça se passe vraiment très bien. On a vraiment des résultats exceptionnels parce qu'on fait attention à vous, parce qu'on travaille avec vous aussi en dehors des cours et qu'en fait, on fait tout le nécessaire pour que bah, vous ayez les meilleurs résultats possibles au concours. Voilà, j'en ai fini ma présentation. Maintenant, je vais prendre le temps de répondre à chacune de vos questions. Juste, si vous êtes intéressé pour vous inscrire auprès de nous euh, et que vous voulez que ce soit sur la semaine du 17 février, je vous invite à m'écrire par SMS aujourd'hui. OK? Parce que je sais pas si j'aurai encore des places demain. Enfin, cette première, je vous ai dit, il y a deux places. Première arrivée, premier servi. Je remets mon numéro de téléphone. Vous le retrouvez dans mes mails, de toute façon. Vous pouvez m'écrire de façon via le site de Prépa Campus. Enfin, voilà. Vous pouvez trouver mon numéro partout, hein, de toute façon. C'est impossible de vous inscrire à la prépa sans passer enfin, sans passer, oula, je fatigue. Sans m'appeler. Oula. Il est temps que je passe aux questions. Donc, c'est impossible de s'inscrire sans m'appeler parce que j'ai besoin de connaître tous les étudiants. J'ai besoin d'être sûr que votre projet, il est compatible avec votre profil et que vous avez bien compris comment fonctionne la prépa. Parce que j'ai pas envie d'avoir un étudiant qui me dit je vais aller à l'ESSEC, j'ai 11 de moyenne. Je sais que ça va pas être possible parce que la note de dossier, elle compte. OK? Donc, voilà. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Voilà, je prends le temps maintenant de répondre à chacune de vos questions. Vous pouvez poser des questions sur les préparations, les écoles, etc. Moi, j'ai l'habitude de la timidité des premières questions et après, ça s'enchaîne. Alors, je vais juste vous donner quelques informations en plus. Ok, bon, je vais répondre aux questions. Du coup, ça commence. Des informations supplémentaires attendant. Est-ce qu'un BBA à l'ESSEC est meilleur qu'une école comme l'IESEG ou l'ESCA? Pour moi, le BBA à l'ESSEC, il est meilleur que l'ESCA, ça c'est sûr. Ok. Par contre, pour l'IESEG, il peut y avoir débat. En fait, l'IESEG, c'est le meilleur programme en 5 ans. Et voilà, on peut parler des différences entre le BBA et le programme d'école. Quand vous faites un BBA, vous allez avoir que 4 ans et donc du coup, vous allez rentrer plus vite dans les matières, heu comment dire? Hem, dans les matières, dans les matières, de gestion, excusez-moi. Donc quand vous faites un BBA, vous allez rentrer plus vite dans les matières de gestion, vous aurez plus vite des stages, vous allez plus vite à l'étranger. En gros, ça va plus vite et donc du coup, si vous voulez vraiment rentrer dans le pratique directement, c'est bien de faire un BBA et après vous compléterez avec un master, il y a pas de problème. Quand vous êtes en programme grande école, vous avez 5 ans, ce qui fait qu'il y a plus de temps pour des cours théoriques et donc plus de temps pour faire des statistiques, pour faire de la sociologie, pour faire ce genre de choses-là. OK? Et donc, du coup, les échanges, ça va arriver un tout petit peu plus tard.
Les stages un petit peu plus tard aussi, parce que vous avez plus de temps. Heu, Dans les faits, le bibier de l'ESSEC est un peu plus sélectif que l'IESEG, mais par contre, les 2 sont connus comme étant des programmes vraiment très sérieux et étant très bons. Donc certains étudiants vont préférer le bibier de l'ESSEC parce qu'ils veulent quelque chose, de plus pratique, disons, directement, et d'autres vont préférer l'IESEG parce qu'ils se disent: «Au moins je sais que je serai diplômé de l'IESEG à la fin et que ça va être top». Voilà. Quel est le niveau attendu pour entrer à l'EM Normandie ou à Strasbourg? EM Strasbourg. Ça a joué sur le concours, hein, beaucoup en fait. L'année dernière, on a eu une très, très grosse partie de nos étudiants qui ont été pris, quasiment tout le monde, hein, à l'EM Normandie et l'EM Strasbourg. Sachant que, du coup, même quand le dossier il était pas exceptionnel, on a réussi à remonter en étant vraiment bon le jour des concours. En fait, on vous envoie pas au jour des concours, enfin, comment dire? On vous laisse pas, après votre stage, si vous êtes pas au niveau attendu, on vous dit pas: «Bon, bah, tant pis». En fait, on va travailler avec vous, on va faire tout le nécessaire avec vous en dehors des cours pour que vous soyez au niveau attendu le jour du concours. Et donc du coup, on va vous proposer plein de choses, notamment, de travailler plein de choses sur la plateforme pour que vous puissiez travailler, pour avoir le niveau. Et donc du coup, même avec un dossier moyen, en vous préparant bien, vous pourrez avoir ces écoles-là. OK? Heu, mais sinon, voilà, le niveau moyen des étudiants qui vont à l'EM Normandie, c'est des étudiants qui sont, à 13-14 de moyenne au lycée, 15. OK? Si vous voulez aller sur les campus à l'étranger, ça va être un peu plus élevé. Mais encore une fois, ça peut être atteignable, heu, en étant, heu, en étant vraiment très bien préparé. Est-ce que les lycées d'origine sont pris en compte? Oui, le lycée d'origine est pris en compte, au moment où on regarde les notes, et c'est pareil, si tu as 17 de moyenne, mais que la moyenne de la classe elle est à 18, c'est pas pareil que si tu as 17 de moyenne et la moyenne de la classe est à 12, bien évidemment. OK? Mon avis sur Kedge. Alors pour Kedge, j'ai un avis qui a pas mal évolué au fur et à mesure, enfin au fil des années. Parce que les retours que j'ai eus sur Kedge, c'est que ça travaillait pas hyper sérieusement, et c'est quelque chose qui me pose problème. Alors Kedge, c'est un très beau nom, heu, c'est une belle école, mais le BBA de Kedge, pour le coup, je trouve il manque de sérieux. C'est comment dire? C'est possible de se cacher en fait, et d'être un passager clandestin pendant une partie de vos études. Et c'est un problème en soi parce que quand on fait une école et qu'on paye 50 000 €, alors juste pour vous dire, les écoles de commerce, c'est privé, ça va vous coûter 50 000 € quelle que soit l'école que vous faites. Donc ça peut être, allez, entre 50 et 60 000. Donc quelle que soit l'école que vous fassiez, pardon, quelle que soit l'école que vous fassiez, quoi qu'il arrive, vous allez payer entre 50 et 60 000 €. Par contre, heu le travail que vous aurez en école, la qualité des cours, hem, les opportunités que vous aurez en stage et les opportunités que vous aurez en entreprise et les salaires à la sortie, c'est pas les mêmes selon les écoles, OK? Et donc Cadge, ils ont un bon réseau d'entreprise, mais au niveau du sérieux, je dirais que c'est pas ce que je recommande en premier. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans la enfin, je mets pas ça dans la liste vraiment des meilleures écoles pour le concours. Maintenant, il y a des étudiants qui veulent quand même y aller, et je comprends, mais voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux. En tout cas en BBA. En programme d'école, c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur Catch? Donc ça, c'est le retour des étudiants, j'ai eu des étudiants qui ont été déçus par Catch. Vous appréhendez à travers le stage le niveau de l'élève. Est-ce que vous les accompagnez dans le choix de l'école par rapport à leur profil? En fait, pour répondre à votre question, Seb, il y a 2 choses différentes. La première chose, c'est que pendant le stage, on va travailler, de manière ciblée avec l'étudiant en fonction de ses difficultés, en fonction de ses points forts et de ses points faibles. Et donc du coup, un étudiant, par exemple, qui est nullissime en mathématiques, bah, parfois, je vais pas faire tout le programme avec lui, mais je veux être sûr, en fait, que ce qu'on a fait, il l'ait bien compris. Donc je préfère faire la moitié du programme avec un étudiant. Il aura peut-être Ça lui permettra d'avoir 10, 11, 12 au concours, sauf qu'en fait, c'est un étudiant qui valait 5 à la base. Donc si on a eu 10, en fait, on a vraiment progressé, on a fait notre travail. OK? Un étudiant qui est bon, au contraire, on va aller beaucoup plus vite et on va aller sur des questions les plus difficiles très rapidement. Donc on va vraiment, on va dire, bah, faire un travail spécifique en fonction de l'étudiant qu'on a. Pour la synthèse de documents, par exemple, c'est très fréquent, pardon, qu'on a un étudiant qui va beaucoup travailler sur, le fichage des textes, parce qu'en fait, il a du mal à extraire les informations les plus importantes des documents. Qu'il y en ait un, il a du mal à construire un plan qui soit vraiment très cohérent, donc il va travailler en particulier sur le plan, et qu'il y en a un autre qui travaille beaucoup sur la rédaction.
Et donc, du coup, on va avoir trois étudiants dans le même cours qui font pas la même chose. Et, même s'ils sont sur le même corpus documentaire d'ailleurs. Et donc, du coup, pour travailler sur le profil de l'élève et les écoles, etc., en fait, ce que je proposerais à l'étudiant et aux parents, en général, donc déjà, évidemment, quand on se parle, donc on se donne des conseils, on va discuter des écoles. Mais en fait, ce que je fais, c'est qu'au moment, enfin, les parents peuvent me solliciter, prendre un rendez-vous avec moi pendant une demi-heure ou 45 minutes, on se fait une visio, on se voit en tête à tête et on discute ensemble des écoles, des bulletins, du profil, etc. C'est gratuit, ça fait partie du suivi et c'est un travail qu'on fera avec vous. Et donc, en fait, on vous suit. C'est comme, par exemple, quand on m'envoie les lettres de motivation, je les corrige, ça fait partie du suivi. Quand un étudiant ne comprend pas quelque chose et qu'on lui explique quelque chose, ça fait partie du suivi. OK? Donc ça, le choix des écoles, la relation avec les parents, etc., ça va être directement avec moi. Et donc, du coup, on peut en parler à n'importe quel moment et pas que pendant les stages, en fait. Cette demande aussi, avez-vous un avis sur les bachelors à l'étranger, tels qu'HEC Montréal et sur les concours d'entrée associés? Alors, il se trouve que pendant mes études, j'ai étudié à Montréal, une partie. Enfin, j'ai fait un semestre à Montréal, j'étais à Concordia. Et donc, oui, il y a des très bons bachelors que vous pouvez faire à l'étranger. HEC Montréal, c'est pas le meilleur, mais c'est quand même un bachelor qui est vraiment sérieux. C'est pas HEC Paris, enfin, c'est pas le même HEC, hein, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est quand même sérieux. Et en fait, pour postuler, il va y avoir, si je dis pas de bêtises, à vérifier, un dossier à faire. Vous aurez peut-être un entretien. On vous demandera un test de langue peut-être et en fait, vous allez pouvoir être admis sous réserve des résultats à votre bac. Donc parfois, en fait, vous allez être admis sous condition. Ça marche comme ça, c'est-à-dire que vous allez être admis, mais il faut que vous ayez au moins 15 de moyenne au bac et 17 en mathématiques, par exemple, OK? Et selon les bachelors auxquels vous postulez, ça va être des prérequis qui sont différents. Ça coûte très cher de faire un bachelor à l'étranger, sauf à Montréal où c'est moins cher. Pourquoi? Parce qu'on a des accords qui sont très privilégiés entre la France et Québec, en fait, en général. Donc au Québec, c'est moins cher. Et donc, du coup, une année au Québec, ça coûte, je crois, si je dis pas de bêtises, dans les 5 000 € l'année. Après, il faut évidemment payer toute la vie sur place, etc. Mais bon, ça, c'est normal. Mais si vous faites ça dans un autre pays, ça va vous venir beaucoup, beaucoup plus cher. Si vous faites ça aux États-Unis, c'est vraiment, ça peut être 10 fois plus cher. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, de rien, ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment, avant qu'on termine. Donc voilà, bah, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette présentation. Bah, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de remerciements, donc voilà, je vous remercie aussi. Vous êtes nombreux à être restés jusqu'à la fin, donc ça c'est cool. Voilà. Si vous souhaitez vous préparer avec nous, vous êtes plus en avance sur les préparations, sur le timing pour les stages, donc je vous invite à me contacter quand même vite. OK? Et je vous envoie le replay de la conférence demain. Si j'arrive à vous l'envoyer aujourd'hui, je le ferai aujourd'hui. Mais je pense que ce sera plutôt demain. OK? Bonne journée tout le monde.